Chères auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, je vous présente un épisode qui pourrait s'apparenter à un épisode hors série, qui pourrait s'apparenter aussi à un épisode hors sujet, parce qu'on va parler sociologie, on va parler philo, on va parler de sport, et on va faire ça avec mon ami, mon voisin aussi, André Mondoux, qui est sociologue et professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Il spécialise dans les impacts sociétaux des technologies numériques, et plus particulièrement dans la façon dont celle-ci déploie un mode de gouvernementalité lié à de nouvelles modalités de reproduction sociale. Bon, c'est intimidant, tout ça, c'est intimidant ce titre, mais je vous promets que la conversation qui suit est extrêmement pertinente par rapport au sujet qui est souvent abordé dans le podcast Jamais assez, la question de jamais assez. La question, vous allez voir, de la technique qui se reflète en philosophie, qui se reflète aussi en sociologie. Vous allez voir, j'ai pris vraiment la liberté, en tant que producteur de contenu, vous pourrez peut-être en rire un petit peu plus tard suite à votre écoute, de vous présenter un épisode qui, pour moi, me semblait extrêmement important pour définir le contexte dans lequel je désire m'adresser à vous lorsqu'on parle du podcast Jamais assez par rapport aux grands enjeux du sens par rapport au sport, du sens qu'on donne à notre vie. Vous le savez, c'est comme des grandes questions qui m'intéressent beaucoup puis qui vous intéressent, j'ai l'impression, parce que lorsque vous venez à la clinique, c'est des sujets dont on parle ensemble puis dont vous n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et puis, je suis très reconnaissant de votre ouverture à l'autre par rapport à ça, l'ouverture à l'autre dont on va discuter dans cette conversation. Donc, je tiens vraiment à vous présenter cet épisode-là. Vous allez voir, c'est chargé, c'est dense. André a été très généreux de venir avec nous pour une super entrevue qui est la première de plusieurs, j'ai l'impression, parce que je vous dis, j'en ai pas eu assez. Il y a plein de choses dont j'aurais aimé qu'on discute. Puis j'ai l'impression qu'il va aussi avoir plein de choses à clarifier parce que ce dont il est question dans cet épisode, c'est vraiment des thèmes qui sont fondamentaux pour tous les humains, j'ai l'impression, et qui nécessitent une certaine connaissance au niveau du langage, au niveau de l'histoire, d'où on vient, pourquoi les choses sont ainsi. Et puis, j'espère que vous aurez la possibilité, peut-être à petite dose, là, parce que c'est très chargé comme épisode, mais du moins d'apprécier la totalité de notre échange. Puis, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous via les plateformes qui sont les plus faciles pour vous, là, pour nous dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez ajouter comme pierre à l'édifice de notre discussion. Bref, je remercie encore une fois André, mais je vous remercie surtout vous de nous accorder la confiance, de faire des discussions comme ça qui peuvent sembler parfois, comme je vous le disais, hors sujet un petit peu, hors catégorie, disons, mais c'est vraiment, c'est comme au Tour de France, hein? C'est un col hors catégorie, mais finalement, c'est pour ça qu'on regarde le Tour de France. Donc, sur cette petite analogie sportive, je vous dis abonnez-vous au podcast et je vous souhaite une excellente écoute. Merci d'être là. André Mondoux, merci de venir au podcast. Bien, merci pour l'invitation. Tu as déjà fait de la radio, donc tu es un habitué. Je suis sûr que tu vas me donner plein de trucs. Je suis un amateur. Un amateur. Écoute, André, je commence avec une question d'entrée de jeu, puis on va expliquer un peu comment on en est venu à ce qu'on soit assis ensemble et parler de ça. Premièrement, les gens doivent savoir qu'on est voisins, mais on va raconter... Mais c'est pas de ta faute. On va raconter l'histoire un petit peu. Mais... T'sais, dans le podcast Jamais assez, on se pose la question Jamais assez avec un point d'interrogation, avec un point d'exclamation. Puis c'est à travers cette question-là qu'on a commencé à discuter ensemble. Puis la question que je trouve la plus pertinente après 4-5 semaines avec des échanges par texto avec toi, c'est pourquoi l'homme se pense lui-même comme une machine? Puis c'est une question centrale, je pense, dans... Moi, je travaille avec on travaille avec une population ici à la clinique qui est des sportifs amateurs sérieux. On les appelle comme ça. C'est le nom qu'on leur a donné. C'est donc des gens qui investissent. Tout ce que je voudrais devenir, mais que je ne pourrais pas. Mais bref, ils prennent au sérieux leur passion. Puis je pense que des fois, on remarque ça dans la manière dont ils peuvent vivre un sentiment d'échec lorsqu'ils n'atteignent pas un but ou lorsqu'ils n'atteignent pas une norme. Tu passes du physique au psychologique rapidement, hein? Je pense que oui. Fait que je repose ma question, puis allons-y comme ça vient. T'as de l'expérience, alors tu sais rebondir. Tu m'as bien averti. Alors, pourquoi l'homme se prend comme pour une machine? Pourquoi? Tout d'abord, grand merci pour l'invitation. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de radio, alors je suis comme en manque, là, puis là, tu viens de combler ça. Tant mieux. De deux, dès que tu m'as parlé du titre du podcast, j'ai fait...
tellement dans la problématique heideggerienne, qui est un courant philosophique sur la technique. Tu sais. C'est jamais assez. Et ça, c'est de voir l'humain du point de vue de l'opération. Jamais assez, c'est l'opération. Bon, ceci dit, on peut faire un peu d'histoire. Hein, je pense qu'on va avoir besoin de ça parce que, tu sais, moi, Heidegger, je ne le connaissais pas avant que tu m'en parles. C'était bon, Yard, mais il est mort. C'est bon. Mais il faut savoir une chose. Depuis la montée de la cybernétique, oui, puis ça aussi, ça va être une définition à mettre en place, je pense, ensemble. On va avoir un peu de vocabulaire à faire parce que je l'ai fait de mon côté, mais pour l'audience qui nous écoute, il va y avoir beaucoup de nouveaux termes, j'ai l'impression. La cybernétique, c'est une science de la communication qui a émergé après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, qui a émergé. Au début du 20e, il y avait des trucs, mais c'est vraiment Norbert Wiener, le grand, on l'appelle le grand gourou, si je peux dire, de la cybernétique, qui va vraiment faire ça ensemble. En gros, c'est des projets subventionnés par DARPA. Donc, c'est le militaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça va exploser. D'ailleurs, l'accord tripartite entre les universités, le gouvernement et les entreprises, voire IBM et autres, va être prolongé indéfiniment. D'ailleurs, IBM, je veux dire, à l'époque, on disait IBM et les 7 nains, là, c'est parce qu'IBM ramassait tous les contrats gouvernementaux. Et d'ailleurs, les MIT, les chercheurs, ils passaient les plans, les commandes de plans à IBM qui, bon... Bref. Cybernétique. Alors, cybernétique, c'est quoi? C'est la science de la régulation. Hein? Les termes clés sont homéostasis, hein? C'est-à-dire que l'information sur ton action te revient. Et à l'époque, c'était pour prévoir faire des canons anti-aériens. Parce que ça a l'air de rien, là, mais quand tu veux tirer un avion dans le ciel, il faut que tu prévois où est-ce qu'il est. Alors, juste sur le plan épistémologique, il faut utiliser que le présent, dans le fond, c'est un flux qui va vers l'avenir. Et que la meilleure façon de faire ça, c'est les probabilités. Tu commences à savoir où est-ce qu'on est en ce moment. Là. Mm-hmm. Les racines là, arrivent de là. Okay. C'est-à-dire que et les probabilités, c'est évidemment de faire un monde fermé. Parce que c'est pas improbable, t'es pas dans le calcul. On reviendra là-dessus, parce que l'humain, il est dans l'improbable et la singularité, parce qu'il y a une partie de nous autres qui est symbolique. Je suis capable de dire 1 + 1, 2, puis 1 + 1 égale Jello aussi, puis ça peut faire du sens, tu comprends? Donc, la cybernétique, elle va mettre de l'avant la rétroaction, l'homéostasis. Mais il y a une critique assez fondamentale à faire à ça, c'est que l'homéostasis, ça reproduit une structure existante. Mm-hmm. On est pris dans un cadre là, restreint. Puis c'est correct. Ouais. Sauf que si tu veux parler d'individuation, d'où vient un phénomène, il est pas, avant qu'il arrive à une structure, il n'y avait rien. Alors, l'homéostasie, et ça, je répète ça depuis 30 ans, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut que tu aies un bout de création, je veux dire, ta structure. Alors, c'est le problème qu'on a reproché philosophiquement aux structuralistes, notamment. Vous arrivez avec une structure, puis éternelle, immanente. Tout se réglé, toi, let's go, pas de problème. Okay. Et d'ailleurs, le structuralisme, comme la cybernétique, était transdisciplinaire à la linguistique, l'anthropologie. D'ailleurs, ça a commencé avec les colloques de Macy's, le propriétaire du fameux magasin à New York, le Macy's. Il faisait des colloques. Et là, tu avais Lévi-Strauss, Jacobson, des grands maîtres du structuralisme européen, français, qui se joignaient aux autres. Là. Donc, la cybernétique, c'était devenu la science universelle. Ben, c'était-tu, excuse-moi, je veux pas, c'est parce que je veux vraiment pas, moi j'ai fait, ça fait 1 mois, mettons, que je m'informe sur ce sujet-là, puis j'ai peut-être assimilé un petit peu de vocabulaire, mais je veux être sûr qu'on perde pas l'audience. Fait que je prends la balle au bon pour te demander, est-ce que cette envie-là de structurer, mettons qu'on pourrait peut-être résumer comme ça, est-ce que c'était, dans le fond, encore une fois, une genre de tentative de se rassurer par rapport à l'incertitude ambiante? C'est toujours un peu ça. C'est toujours de faire sens du monde. OK? Et le problème, le défi, en fait, quand tu arrives avec l'humain, c'est qu'il faut que tu sois génératif. Qu'est-ce que tu disais? Ben, on produit du sens. Tu comprends-tu? La langue est générative, la grammaire est générative. Alors, tu peux avoir une structure, il faut que ce soit une structure active, entre guillemets. Et la cybernétique est arrivée. Ben oui, tu as un système, donc, qui évolue dans le temps et qui se modifie avec son environnement, puis qui évolue. Et le problème de tout ça, c'est facile pour une idéologie conservatrice de rentrer là-dedans. Tu reproduis ce qui est déjà. C'est pas avec ça que tu vas faire des grosses révolutions, là. Alors, c'est pour ça que c'est ça le point faible. Et on va le reprendre, ça, OK? Parce qu'il faut mettre la base de la cybernétique. Après, on va mettre, justement, ces technologies-là. Alors, la cybernétique, à la limite, c'est un monde probabiliste. Et c'est un monde qui est effectivement clos. D'ailleurs, dans les premiers ordinateurs, que ce soit le ENIAC et autres, on disait, il faut que toutes les solutions ou les problèmes soient donnés d'avance. Autrement dit, il n'y a pas d'extériorité.
Alors, attention, là, mesdames, messieurs, il faut écouter attentivement. Il y a une passe cochonne qui s'en vient. Là. Il n'y a pas d'extériorité. Donc, on peut dire que dans ta probabilité, tu fais de la totalisation. Tu comptes, mais tu ne fais pas de totalité. Parce qu'une totalité, par définition, tu ne peux pas y avoir accès. Tu es à l'intérieur de la totalité. Donc, une totalité, ça se fait par du symbolisme, des représentations, le grand amour, la société avec un grand S. Bon, tu vois un peu le genre? Alors ça, ce sont ce qu'on appelle les grandes valeurs transcendantales. Parce que là, mettons, quand tu parles de ça, si on revient à notre question de base, pourquoi l'humain se prend pour une machine, il veut rentrer dans la structure? On y arrive. Okay. On y arrive. Prudence. Écoute, j'ai 3 cours de 45 heures. Tu veux que je te résume en 3 minutes? Temps, mais c'est parce que je veux pas... non, je te comprends. Je me dis que si moi, j'ai un enjeu de compréhension, je veux qu'on prenne le temps de bien le Oui, puis je veux pas être dans l'angle de bois non plus, mais en même temps, comme universitaire, je toujours dit que si je suis pas capable d'expliquer ce que je fais à du monde qui ne savent pas, à quoi je sers? Non, mais sérieusement. Là, ouais. Donc, on revient. Donc, cette idée de totalisation sans totalité, c'est que tu n'es plus dans le symbolique. Tu vois-tu la machine, là? Et là, tu es dans l'opération, la totalisation elle-même. En gros, là, le gros titre de notre affaire, c'est « Les moyens sont devenus la fin ». On va expliquer tout ça, mais en gros, là, ça, c'est le début de la conclusion. Ben, si on parle des moyens, est-ce qu'on peut faire le lien avec... tu sais, parce que quand on est allé voir... quand je suis allé voir, à la suite de ta recommandation Heidegger, j'ai vu, tu sais, la technique. Puis là, la technique, ça l'englobe tous les moyens, finalement. Écoute, pas trop vite, John Jedi. D'accord. Je veux juste finir avec la cybernétique. Parfait. Parce que je vais t'expliquer une chose. Pourquoi l'humain est une machine? Oui. Parce que, la structure, il est là. Pourquoi il se prend pour une machine? Bien, c'est parce qu'il l'est en partie. Et d'ailleurs, la cybernétique, c'est pour ça que je fais ce long détour-là, pour bien expliquer aux gens, c'est qu'au début, on disait, bien, finalement, il y avait des recherches à l'époque en bio et en neuro. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que les neurones, ils fonctionnent on-off. Ça dit quelque chose, ce binaire on-off? Hey, tiens donc, un corps humain, sais-tu quoi? Je pense qu'il y a un système sanguin qui est homéopathique. Et là, Cannon, qui était un fameux biologiste fin du 19e, chum au père de Wiener. Bon, tu vois un peu comment l'histoire se fait à coup de singularité et d'anecdotes, mais voilà comment est-ce qu'on a fait des parallèles. Et d'ailleurs, je suis tombé, en faisant des recherches pour aujourd'hui, sur un article justement sur les métaphores. Tu sais, l'intelligence artificielle, le cerveau d'acier, tu sais. Et ça renvoie toujours à cette sorte de parallèle entre nous et la machine. Mm-hmm. Là, on rentre à Heidegger. Alors, on a une idéologie qui est totalement machine des opérations. Heidegger appelait ça l'approche anthropologico-instrumentale. Pas de panique, on va le dire tranquillement pour ceux qui joueraient au Scrabble. Là. Anthropologie instrumentale, donc, c'est l'homme qui utilise la technique et celle-ci est neutre. Or, Heidegger va dire, elle n'est pas neutre, la technique. Et c'est là où tout va se jouer. Parce que si la technique est neutre, on parle de la technique comme on pourrait parler d'un outil, mettons, on va aller en général. Okay. Et en fait, on pourrait même parler de techné. On va retourner chez les Grecs. Techné, c'est l'art de faire. Alors, Heidegger disait, il y a 2 techniques. Tu as la technique traditionnelle où je fais et je suis en contrôle et en faisant, parce que, parenthèse, pour Heidegger, la techné arrivait avant même la science. Okay. C'est quelque chose, là. Autrement dit, la technique, c'est ce qui nous permet d'avoir un rapport au monde et de nous découvrir nous-mêmes et le monde dans ce rapport au monde-là. Alors, tu comprends que, et ce que je disais à mes étudiants, je disais toujours, un hominien, là, puis le dernier des grands singes, ça se ressemble. Comment tu fais la différence? Bien, le squelette qui tient silex, c'est l'hominien. Et c'est vrai, je veux dire, on est des homo faber. J'avais hâte que tu dises cette phrase-là. Je pense qu'à chaque hier, j'étais allé voir la transcription de la session parlementaire. Pauvre toi. Ben non, j'étais content. Mais tu sais, ça commence comme ça. Tu commences comme ça ton allocution là, par rapport à Homo Faber. Fait que je suis content que tu le répètes. Donc, et c'est pour ça que tu peux pas dire « Ah, la technique, c'est pas bon. La technique, c'est la meilleure affaire puis le pain tranché. » Il faut faire preuve de nuance. Ce qui est bien difficile de plus en plus dans nos sociétés. Là. On y reviendra sur l'apocalypse au ralenti. Tu fais du vélo, du triathlon, t'es un physio, t'es un coach, t'es un passionné de sport, eh bien, abonne-toi au podcast Jamais Assez parce qu'à chaque semaine,
On te donne de l'éducation gratuite. On te partage des entrevues inspirantes avec d'autres athlètes passionnés comme toi de tous les niveaux. Abonne-toi au podcast Jamais Assez sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. On se retrouve à chaque semaine en 2025. C'est un rendez-vous. Donc, la technique, elle dévoile le monde et le sujet. Le problème avec la technique moderne, c'est qu'elle est dans le pouvoir de la technique. L'exemple que donnait Heidegger, c'est je prends un moulin, la rivière passe, mou, la rivière descend, la rivière est encore là. Je te sac un barrage, puis à un moment donné, il n'y a plus de rivière, tu gères des mégawatts. 8, 10, 12, et c'est ça. Bombe atomique, même chose. Ça n'existe pas dans la nature, mais c'est naturel. C'est provoqué. Alors, Heidegger appelait ça l'arraisonnement. Une provocation. Tu provoques les choses. C'est ce qui fait de nous qu'on est des humains, mais il dit attention, si vous pensez que dans le raisonnement ou la provocation, vous n'êtes pas dans vous êtes juste dans l'anthropologico-instrumental, ben c'est neutre. Et là, vous pouvez risquer de confondre votre destin avec celui de la technique moderne qui est de produire pour produire. OK, jamais assez. OK, c'est ça. Quand tu as dit cette phrase-là, j'ai fait comme, tabarnak, c'est exactement une problématique heideggerienne. C'est jamais assez. Pourquoi? 2, 4, 6, 8, 10. Et si tu regardes l'application de la cybernétique, de l'idéologie cybernétique en marketing partout dans nos vies, c'est des calculs probabilistes. Hein, avec des mondes fermés. Et puis, that's it, il y a une immanence. Puis d'ailleurs, comme je travaille en communication, puis des dernières années, nos recherches, on avait des sémiotiques asignifiantes. Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, ça, j'ai pas pigé. Ça veut rien dire. Autrement dit, c'est juste pour faire rouler la machine. Tu sais, ça n'a pas de sens. Donne-moi un exemple, ouais. Un exemple, tu as un nombre d'amis sur Facebook, pas qu'il est rendu à 2000, c'est mieux, pas que 2000, c'est mieux que 500. As-tu 2000 amis? Non. Fait que ça veut pas rien dire autre que je produis pour produire. 2000, 3000, 4000, ça s'arrête où? Et là, tu es dans le côté machinique. Et même la communication, c'est pas pour rien que je porte des mondes de même, parce que tu le sais, j'ai témoigné à la commission parlementaire il y a quelques années, la pandémie, mais c'est parce que ça nous rend... moi, j'ai pas peur que l'intelligence artificielle nous remplace, j'ai peur que nous, on devienne machinique et robotique. Hein? Oui, non, rouge, vert, 10 000 pas. D'où c'est que ça vient, 10 000 pas? Ben, ils disent que... C'est qui ça? Ils disent, ben, c'est le monde. C'est qui ça, le monde? Ouais, si là, on part, là. Et là, tu deviens... C'est parce qu'on est en partie machinique, mais pas seulement. Et le grand drame, c'est de confondre notre destin, qui est de notre rapport au monde de connaissances, qui je suis, avec celui de la technique. Je suis une machine et je produis. On va faire un petit retour en arrière parce que pendant que tu parles de ta montre, je pense que c'est le moment idéal de peut-être raconter l'histoire de comment on en est venu à parler de ça au coin de la rue. Ah, ben parce que je marchais, c'est ça? Parce que tu marchais? Il faut dire que moi, pendant des années, le ratio ordinateur par habitant, c'était 2,3. C'était vraiment trop dans la maison. Mais regarde, je suis tombé là-dedans en 83, 84. J'avais 23 ans, le PC junior, Commodore. Je suis tout passé par ça. Et j'ai été journaliste longtemps, techno. Et puis, un moment donné, vers la fin de la quarantaine, je suis retourné à l'école, compléter mon doctorat. Puis là, bon, je suis devenu professeur à l'UQAM. Mais à la retraite, dans quelques semaines, je ressentais le besoin, justement, de marcher, sortir et de ne pas utiliser ma montre. Ben c'est ça, parce que là, on s'est croisés sur le coin de la rue, puis c'est la première chose que tu m'as dit. J'utilise pas la montre. Parce que là, tu m'as dit, ça n'a pas de bon sens de sortir, puis finalement, juste, je fais pas marcher, puis je suis pas dans, on va dire, dans le moment présent, là, puis comme une utilisation très actuelle d'un terme, là, peut-être comme... de juste de ressentir pendant qu'on prend la marche. Puis là, tu m'as parlé de la montre. Puis là, j'ai tout de suite fait le lien. J'ai dit, c'est tellement d'actualité. J'ai dit, moi, la population que je côtoie a ces tendances-là à utiliser des outils pour quantifier leur activité physique. C'est le quantified self qu'on appelle à l'époque. Et oui, et donc, les données sont la partie objective de moi, alors qu'en fait, même la vérité, c'est une construction sociale. On s'entend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas éternelle. Hein? Comme disait le philosophe Alain, le problème avec ceux qui cherchent la vérité, c'est que parfois, ils finissent par la trouver. Fait que, il faut garder que c'est toujours en mouvement. Moi, je suis bien influencé jeune par la philosophie bouddhiste et ça se traduit par la dialectique. C'est-à-dire que les choses sont
ils habitent le monde parce qu'ils se reproduisent dans le temps. C'est très près de la systémique et du structuralisme, sauf que moi, j'incorpore un aspect de la praxis, de la création. On crée des structures qu'on reprend, tu sais. Mm-hmm. Et aujourd'hui, si tu regardes la société, les grandes valeurs symboliques s'estompent, les institutions n'ont plus la cote, au profit d'une hyper-individualité. J'ai fait mes recherches, etc. Dans les médias sociaux, je fais une parenthèse, mais quand j'ai commencé il y a 200 ans, on disait « Ah, les jeunes sont narcissiques. » Non, 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 ils ne sont pas narcissiques. Ils ne reçoivent plus leur identité de la tradition, donc il faut qu'ils s'en construisent une, il faut qu'ils la disent. À cette époque-là, Facebook, c'était quoi ton film favori? Il y avait même des questionnaires, je me rappelle, je me tourne ça dans mes cours. Quelle sorte d'ouragan es-tu? Quelle sorte de pizza es-tu? T'sais? Et cette espèce de démesure pour la mesure. Et là, on n'est plus des êtres significatifs. Et la communication tend de plus en plus à devenir signalétique. T'as-tu eu ta badge pour les 10 000 pas? Ping! C'est rouge, arrête. Vert, il y a encore la place. Et comme je le dis, ça fabrique aussi des modalités de subjectivation, des créations d'individus, ces affaires-là. Mm-hmm. Premièrement, si tu veux des chiffres, des performances. Écoute, j'ai étudié les trucs, les computers à l'époque, ça disait hey, si tu fais ton programme, on va baisser les coûts. Mais tu sais, si je te dis que tu as fait 48 % de l'objectif, là, ce que je te dis surtout, c'est qu'il t'en reste 52 à faire. Mm-hmm. Donc, je suis en train de te discipliner. Le mot qui fait freaker tout le monde, parce que là, on veut être libre. Si tu n'as pas de discipline, tu es soit dans l'anarchie ou le totalitarisme total. Tu comprends-tu? Il y a toujours une discipline. Question, moi, j'ai utilisé des outils comme ça tout au long de mon parcours sportif qui a passé par quelques disciplines. Puis ces outils-là, j'ai toujours un genre de fonction sinus. Là. C'est-à-dire que je les utilise, puis à un moment donné, je dis c'est trop. Puis là, j'abandonne, puis là, je reviens. Par exemple, la quantification du sommeil. Ça, c'est peut-être la dernière chose que j'ai faite dans l'espèce de stress, anxiété de la pandémie, beaucoup de quantification de est-ce que mon sommeil est bon. Pour finalement me rendre compte que j'augmentais probablement tout le stress que j'avais à dormir parce que je voulais performer cet aspect-là pour tout arrêter ça. Puis suite à une discussion que j'avais eue aussi avec une physiologiste de l'exercice qui m'avait dit le meilleur signe pour savoir si tu as bien dormi, c'est de te réveiller par toi-même puis d'avoir envie de faire des choses. Puis ça, ben, c'est peut-être la somme de tout ce que tu as besoin de ressentir pour savoir que tu as bien dormi. Puis là, j'ai dit parfait, ça me convient. C'est très simple, c'est très subjectif. Puis j'aurais pas besoin de faire autre chose que me réveiller le matin puis de faire avec. Écoute, j'avais un étudiant qui a fait une maîtrise sur les apps de sommeil il y a 7-8 ans. C'était fort intéressant. Ça commençait, là, à ce moment-là? Oui, ça commençait. Et c'est parce que ce qu'il faut savoir, le sommeil, quel mot tu associerais à ça? J'aurais dit relaxation, mais surtout genre décrocher. Tu n'existes pas pendant que tu es... Mais durant la nuit, là? Ouais. Rêve? Oui. Mais vois-tu que la notion de rêve est en train de disparaître du sommeil parce qu'il est rendu maintenant le nombre d'heures accumulées? Ouais, ou juste je dois me reposer pour... Il y avait une époque où le rêve était prémonitoire, okay. Le rêve était symbolique, le rêve et d'ailleurs, retournons au début freudien de la psychologie, le rôle du rêve. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vois-tu, ce sport de symbolique revient. Alors, le sommeil n'est plus ce moment en dehors du monde habituel où tout peut arriver, une espèce d'altérité. Oui, l'évasion. L'altérité, même l'individu, l'hyper-individualiste qu'on a en ce moment, là, c'est ça, c'est le rejet de l'altérité. Et donc, tu es dans j'ai fait mes recherches. Et là, la seule affaire objective, c'est que toutes les valeurs sont égales, donc on s'en fout. Ça devient le chiffre, la performance qui devient le seuil. Et ça, c'est ceux qui s'intéressent, c'est Michel Freytag, un très grand sociologue à l'UQAM, aujourd'hui disparu, mais qui lui disait, on est passé d'un mode de reproduction sociale à des grandes valeurs transcendantales. Avant, c'était le mythe, la religion, la démocratie, puis c'est la même affaire, la religion, la démocratie, c'était une altérité. Hein? Quand tu vas en cours, le juge, il n'est pas habillé pour l'Halloween, c'est parce qu'il est pour indiquer que c'est plus une personne, c'est un institut, puis il est jacké, pas à cause qu'il y a de l'eau dans la cave, mais c'est parce que pour montrer que, voilà. Aujourd'hui, ça tend à disparaître. Hein, je veux dire, le journalisme, on le voit, la politique, tu sais, et ça devient l'individu. Et la seule façon qu'il peut se mesurer sans heurter l'autre dans ses valeurs, le chiffre est bien pratique. Ouais.
sais. Identifiable. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les déclarations qui ont le don de me mettre, je vais probablement faire des ennemis parmi ton auditoire, là, mais territoire non cédé, UQAM, territoire non cédé, à Montréal, autrefois, lieu d'échange de rencontres. Donnant l'impression qu'il n'y avait pas de politique. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, là, puis c'est ça la contradiction. Toute idéologie a une contradiction. Puis l'idéologie, je dirais, inclusive, là, ces temps-ci, là, c'est pas mauvais, là, mais son gros point, c'est qu'elle renie le collectif. Ah, Montréal, avant, c'était juste... Tout le monde s'entendait. Non, il y avait des guerres. C'était un mythe là, que les guerres ont commencé avec les colons. Là. Donc, c'est pas tellement la pensée coloniale qui est mise en cause ici que cette idée que, bien, finalement, le social, là, on peut le laisser aller. Les probabilités vont le faire. D'ailleurs, les revues Wired, Anderson, à l'époque, avait dit plus besoin de théorie. On y va. Puis je vois des trucs, des fois, le journaliste numérique, on va puncher des données. Oui, mais si t'as pas de théorie, si t'as pas de problématique quand tu vas chercher des données, qu'est-ce que tu vas sortir? Des données pour des données? Et c'est là que je te parle de signification. Mais moi, j'ai une question pour toi, André. Yes, parce sir. que toi, comment tu fais? Tu sais, t'es un passionné de techno. T'es passionné, je veux dire, on va dire, bref. Salopard. Tu viens dans ma contradiction, là. Non, je sais, mais c'est parce que je pense que c'est important d'ancrer ça dans des exemples vécus, tu sais. Fait que quand par exemple, revenons à la marche pour laquelle on s'est croisés sur le coin de la rue, il était 8h30, la cloche de l'école venait de sonner, puis on s'est croisés. Comment t'as fait pour pas tomber dans ces 10 000 pas-là? Parce que tu l'as fait au début, probablement. Tu donnais un objectif de chiffre? Non. Tu savais que la fois où je l'ai faite, où j'y regardais... Parce que tu m'avais dit que tu avais trouvé ça débile, puis tu comme, je peux pas faire ça, faut pas que je fasse ça. Non, mais c'est parce que je voulais décrocher. Ouais. Moi, premièrement, j'ai une relation d'amour-haine. T'as pas de divan, je pourrais m'allonger puis te parler de mais j'ai toujours eu une relation d'amour-haine avec la technique, c'est de l'informatique. Mon premier appareil, il n'y a pas de manuel d'instruction. C'est basic. Puis le manuel qu'il y avait, à un moment donné, c'était écrit par des ingénieurs. J'ai dit, rien donc, c'est pas ça que je veux faire. Et mon premier traitement de texte, c'était WordPerfect à l'époque, je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Mon Dieu, je suis vieux. C'était le numéro 1 mondial. Et il y avait d'autres logiciels avant, puis je me rappelle le livre, tu sais, des fonctions par ordre alphabétique, tu sais. Ça, c'est vraiment un ingénieur, tu sais. Et j'ai commencé à enseigner la bureautique, justement, après avoir lâché le doctorat. Ça, c'était une autre affaire, là. En gros, c'est parce que j'ai sacré le camp dans le Sahara, puis ça a tout lâché les affaires. Mais je suis revenu, et donc j'ai enseigné la bureautique. Des petites madames, je me rappelle, de Simpson Sears à l'époque, une grande chaîne qui avait fermé, puis on allait les recycler, tu sais. Puis les gens pensaient que... Écoute, moi, j'ai vu ça dans la vie, là. Les secrétaires arrivaient, là, puis... Ah, où est-ce qu'il y a ma dactylo? Non, il y a un ordinateur, là, puis continue. Wow. Alors, cette idée de réappropriation, que la technique n'est pas neutre et qu'elle a des affaires, elle a des pouvoirs, des tendances, et moi, je me dois de l'approprier. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire un livre de formation sur le traitement de texte. J'ai été embauché par WordPerfect, j'étais directeur de la côte Est pour les comptes universitaires, puis tu sais, j'ai vraiment eu du plaisir à, justement, ce que je pourrais appeler de redoubler la technique. Hein? La technique nous redouble. Ça, c'est Bernard Stiegler, à ceux que ça intéresse, qui a écrit beaucoup sur la technique. Bernard qui nous a quittés il y a 2 ans, malheureusement. Pas pour des vacances, enfin, les vacances dans le ciel, là. Mais de redoubler. Hein? Par exemple, l'Internet arrive, ça bouscule des affaires, ça nous redouble, mais nous, on doit redoubler. Vas-y, explique-moi ça. Se le réapproprier. Ouais. Ça veut dire ramener à l'humain. OK. Et de ne pas juste suivre l'instruction, la performance, c'est ça. Écoute, on parle de moments sportifs. J'ai eu un moment très émouvant il y a quelques semaines. Je me souviens plus du nom. C'est le golfeur qui, il y a 10 ans, avait choqué au Masters. Mais c'est-tu McElroy, là? Je pense que c'est ça. C'est ça, oui. J'ai écouté ça avec les beaux-parents, oui. As-tu vu la séquence où il marche pour se rendre au clubhouse, puis tout le monde applaudit, puis il braille, il n'en revient pas? Ouais. Ça n'a rien à voir avec la performance. Ouais. Ça, c'est de l'humain. Et j'ai trouvé, j'en ai des poils qui se dressent, du calme. C'était un tellement longtemps qu'ils attendaient ça. Non, mais c'est parce que c'est ça. C'est parce que finalement, si on se laisse pas aller dans... si on se laisse confiner par la finalité de la technique, pense à la probabilité, là, l'espèce de circuit fermé que je te disais, là, c'est ça. Il n'y a pas d'extériorité. Ben, ça vient totalitaire, en quelque part. Il y a une menace. C'est pas pour rien qu'on s'en va à droite aussi. Là. C'est parce qu'on laisse aller l'humain en disant chacun fait ses recherches. Et ce qui va devenir la norme, c'est les chiffres, la probabilité. Va t'ostiner, toi, que 2 est supérieur à 1 qui est inférieur à 3.
Alors, c'est où va se faire la praxis, je suis un ancien marxiste, la praxis chez Marx, c'est la prise en charge des besoins collectifs par le collectif. On peut appeler ça le politique, là, mais on a une praxis, on décide nos lois, on a une démocratie, encore pour l'instant, là. D'ailleurs, parenthèse, plusieurs de mes collègues américains là, qui travaillent sur le fascisme et autres sont en train de quitter les États-Unis. Hein? Donc, mais je pense que si on revient à ça, le monde numérique qui nous administre ou en fait, qui nous co-construit, si je peux dire. Oui, parce qu'on s'intègre sans se questionner souvent. On n'est pas contre la technique. Heidegger va dire la technique, c'est bon. Le problème, c'est que si on pense qu'il y a juste le côté anthropologico-instrumental et qu'il n'y a pas cet aspect de pouvoir du pouvoir, c'est ça. D'ailleurs, certains auteurs parlent de déferlement cybernétique. Les données, plus on en a, mieux c'est. Mais tu n'arriveras jamais à faire une totalité. Parce que pour faire une totalité, c'est juste par le symbolique. Tu ne peux pas être à l'extérieur de la totalité. Donc, tu restes dans je reprends l'exemple de tantôt, dans la totalisation. Tu accumules, mais il n'y a pas de fin. Est-ce que tu sens que ce besoin-là de symbolisme est en train de revenir? Parce que je sais que tu as écrit ce livre-là dont tu peux nous parler en 2007, puis là, tu es en train de travailler sur une réédition. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Des erreurs de jeunesse. C'est ma thèse de doctorat qui a été publiée, qui a été remaniée. Évidemment, 18 ans après, je te renie, bâtard. Mais tu sais, on voudrait, avec un de mes collègues, on veut reprendre ça et reprendre une perspective. Tout d'abord, moi, j'avais 45 à 2000. On va faire 2000 à 2025, donc double volume. Mais le reprendre à la lumière des acquis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'es posé comme question quand tu as fait ça, quand c'est été publié en 2007, c'était quoi la question de fond que tu te posais? Écoute, c'était ma thèse de doctorat. Et initialement, je voulais travailler sur le partage de musique MP3, qui était à l'époque l'affaire Hot. Et je me suis dit, j'ai eu le malheur de me poser une petite question. C'est quoi la technique? Ça a donné un premier 250 pages de ma thèse. Okay. Ensuite, j'ai dit, oui, mais comment ça s'est actualisé ici? L'histoire de la technique, c'est le livre est parti. Fais-moi le lien avec le MP3. J'y arrive. Okay. Alors, j'arrive avec l'histoire de la technique, de l'informatique, c'est-à-dire, alors, tout est monté. Et une fois que j'ai ça, là, je peux te faire l'histoire du MP3. Et là, je peux te parler. Par exemple, les hackers, c'est le rôle de l'altérité. Hein, parce qu'à l'époque, on disait les systèmes sont. Les ingénieurs disaient 99,999, t'as les 5,9. Les hackers, il y a une extériorité. D'ailleurs, un des grandes chutes du réseau d'AT&T, c'est pas les hackers qui l'ont fait, mais une erreur des programmeurs. Alors, ça aussi, on oublie ça. La technique n'est jamais toute seule. Elle est porteuse. De notre altérité à nous. Parce que le gros drame, la grande supercherie en communication, voilà, je le dis. Allons-y. J'accuse, Dreyfus. Le grand drame, c'est qu'on pense que l'invention arrive, il n'y avait rien avant, et là, l'invention est là, elle devient sociale après. C'est pas vrai. Ton invention a fait d'autres inventions qui ont été faites dans une société, qui ont été. C'est pas vrai que c'est pas social. Et c'est ça, cette période hyper-individualiste, qui est le fruit, d'ailleurs, des néoconservateurs, dans les années 80, là, toi, t'as pas connu ça, mais tu sais, Reagan, Thatcher, et c'est ça qu'on est. Même la gauche est rendue centre-droite, là, tu sais. Alors, la droite, pour se différencier, elle fait quoi? Ça va encore plus à droite. C'est tous des phénomènes qui arrivent en même temps. Parce que si tu n'as plus de lien sur des grandes valeurs, c'est sur quoi tu vas te faire tes liens? Oui, exact. OK? Et c'est ça le problème. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, si à la base, là, c'est de l'hyper-individualisme, j'ai fait mes recherches, je suis libre, je peux faire n'importe quoi. Puis en haut, c'est une société totalement efficace, technique et productive. Autrement dit, en bas, c'est n'importe quoi. Puis en haut, c'est tout sauf n'importe quoi. Il va y avoir une méchante discipline maintenant de les deux, là. Mm-hmm. Et je l'attends encore, celle-là, là, parce qu'on le voit, là. La pandémie, comment est-ce qu'on a parlé de pandémie? 20 40 100 alors que PAN, tu l'as vu dans ma présentation. Oui, c'est ça, j'allais dire. Non, mais c'est vrai pareil. Oui, PAN, tout, démios, le peuple, tout le peuple. Comment est-ce qu'on a parlé de tout le peuple en termes de chiffres? Mais tu sais, les 25 % qui sont pas vaccinés, c'est-tu des vieux, c'est-tu des pas vieux, c'est-tu des ci, c'est-tu des ça? Je veux dire, autrement dit, c'était... Bon, tu vas me dire qu'il y avait une crise, là, mais c'est parce que cette idée-là se perpétue pareil que... Si je mesure, c'est correct. Écoute, est-ce que c'est juste l'histoire qui se répète? C'est un problème qui a toujours eu lieu, là, cet enjeu-là de la technique depuis qu'on tient le silex, là, je veux dire? Non, je pense... Vas-y, c'est ça. C'est Heidegger, c'est surtout depuis la modernité.
Lui, il a écrit ça dans les années 20, 30. Là, on a déjà 40, 50 ans d'héritage, d'industrialisation. Donc, on est rendu dans une technique qui, on peut dire, qui va devenir moderne. Et c'est ça le génie d'Heidegger, c'est d'avoir vu que, hey, tu peux être aveuglé et tu tripes sur le pouvoir du pouvoir et non pas sur c'est quoi, pourquoi il sert ce pouvoir-là. C'est te révéler, toi, dans le monde, te révélant dans le monde. Donc, ça parle de toi. Mm-hmm. Mais là, comme disait Deleuze, là, on produit des individus. C'est pas des individus, c'est des individus. Hein? D'ailleurs, dans la 82 % de tous les individus sont pareils. Dans le 82, il n'y a plus cette nuance-là. Et c'est drôle parce qu'à l'autre extrême, c'est toutes des individualités qui veulent absolument être reconnues individuellement. En 2025, tu as progressé, plus de vélo, plus d'intervalles. Tu veux dropper ton cockpit parce que tu veux aller plus vite, mais ça se peut que ton bike fitting d'il y a 2-3 ans il soit plus approprié pour toi parce que ton corps a changé. Chez Physio Vélo, lorsqu'on te voit en bike fitting, on t'évalue et on ajuste le vélo en fonction de ton corps, peu importe tes objectifs. Que ce soit sur un vélo de route, un vélo de triathlon, un vélo à assistance électrique, on peut t'aider à être confortable et à faire plus de vélo. Prends ton rendez-vous à bike fitting, on se voit bientôt à la clinique. Ciao! Est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle à faire entre le fait que la quantité d'informations qui nous est projetée rend ça immensément complexe, puis le chiffre nous permet une simplification intéressante? Oui, bien, ça, c'est le concept d'infobésité qu'on a eu depuis les débuts de l'Internet, notamment avec le Big Data. Là, je pense que ce qui arrive, c'est de la personnalisation. Tu sais, je peux choisir quel type de nouvelles. Tu sais, il y a 5 ans. Tu n'as même pas besoin de choisir, il te l'est proposé, puis il est personnifié. En fait, il se fixe sur ce que tu as dit. Ça, c'est la chambre à écho qu'on appelle. Ouais. OK? Tu renvoies des trucs. J'en ai qui ont fait des thèses là-dessus. Là. On a pris des... On va jaser pendant des jours ici, là, mais en gros, des comptes Facebook, puis qui s'en vont voir des nouvelles traditionnelles, un site de droite, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu mets le pied une fois, puis ouf, l'algorithme va te... Mais l'algorithme, c'est assez signifiant. D'ailleurs, comment se nomme... As-tu remarqué que les nouveaux YouTubers, tout ça, là, se décrivent comme des producteurs de contenu? Oui, on peut parler de ça parce qu'on est à l'intérieur de ça, nous aussi, là, en ce moment. Mais c'est intéressant parce que si je te dis la Bible, un bon roman ou le dépliant de IGA, c'est pas les mêmes valeurs, mais du niveau au niveau, j'ai pas le terme au niveau, sur le plan du contenu numérique. Du contenu, non, sur le plan des opérations, c'est juste du contenu. Alors, tu vois que c'est le paradigme explicatif pour nous, c'est la production. D'ailleurs, si tu vas sur iTunes, ça, tout est produit d'un agenda. On parle de workflow, les logiciels pour t'aider de workflow. Ça, je leur disais à mes étudiants, je leur disais, vous pensez libre, émancipé d'idéologie, mais tabaslac, vous avez dictat de produire. C'est pas évident, là. Mm-hmm. Et alors, c'est ça. Alors, producteur de contenu, c'est ça. C'est un nivellement ontologique, puis tout est pareil. Alors, Reader's Digest, la Bible, Heidegger, même combat. Mm-hmm. Et c'est ça. Alors, le contenu, qui gère les opérations, ben, c'est les GAFAM, puis là, on y va, tu sais. Regarde, on n'est même plus capable de, ce qui était traditionnellement le Canada, de protéger notre culture canadienne dans les médias. Là, on n'est même plus capable de les taxer, on n'est plus capable de... Et ça rentre... J'ai une étudiante au doctorat super tripante. Tu as dû aider à tous les médias, Laurence Grondin-Robillard, mais... Okay. Propagande, information, désinformation. C'est ça. Ça aussi, c'est des corollaires de la machinisation. La machinisation, c'est les opérations. Elle se fout du contenu. Alors, tu es juste producteur de contenu. Oui, mais quel contenu? Pas grave. Alors, ça crée des subjectivités dont l'impératif, c'est de produire et de se dire. Ouais. Et là, le commun est difficile. Ben c'est ça, il est plus là. Le lieu commun, moi, on est en dehors de la question plus traditionnelle des sujets qu'on aborde par rapport au sport, mais je pense qu'on l'est quand même par... La performance. Oui, puis, je t'ai dit avant le début de l'entrevue ce matin que, à force de tourner en rond depuis 4-5 semaines, depuis 4 semaines, hier soir, j'ai repréparé, j'ai ressorti des questions, puis je dis, là, je viens de trouver quelque chose. Je pourrais peut-être te parler de ce que j'ai réalisé à force de tourner en rond sur un cercle d'un rayon un peu plus augmenté à chaque fois. C'est ça. C'est des cercles hypercentriques. Oui. Hier,
je pensais au sport, puis j'étais comme, tu sais, il y a une pratique sportive qui n'est pas dans la technique. Il y a une manière de faire de l'exercice puis de se sentir bien qui est bien en dehors de la technique. Ben, attention, c'est un art de faire, non? Oui, mais moi, je parle, mettons, de faire du sport pour, par exemple, tu sais, ressentir ses propres limites, puis là, ça finit dessus, mettons. On peut-tu aller là? C'est intéressant, c'est intéressant. Parce que je me suis dit, j'ai pris mon expérience personnelle par rapport au sport. Puis j'ai pris, mettons, le parallèle avec le fait que souvent, je vais utiliser en fonction sinus par une période de temps plus de données, moins de données. Puis justement, tu sais, quand je suis très, très loin de la quantification en chiffres de ce que je fais, bien, je suis beaucoup dans être essoufflé puis avoir tout donné. Tu sais, ce sentiment-là d'être dans mon corps puis de sentir... c'est ça, l'espèce d'état brut là, de ce que j'ai compris de Heidegger, le premier état. C'est différent de « j'ai fait 8, demain je vais essayer 9 ». Exact. Parce que là, tu as atteint un point significatif dans ce que je comprends. Oui, ce que j'essaie d'expliquer. Tu dis « Ah, wow, regarde, ça me parle de moi, je me découvre. » Ouais. Je pense pas que ça soit dans l'aliénation machinique. Au contraire. Non, c'est ça. Puis j'essayais sur un genre de continuum, trouver qu'est-ce qui était peut-être... Parce que on parle d'authenticité puis de technique à l'autre bout, mais je me suis dit, dans cette approche-là, je pense que c'est à ça que le sport sert pour les gens qui en ressentent le besoin, par exemple, d'aller marcher ou de faire une pratique de l'activité physique. Tu sais, c'est peut-être ce besoin-là de ressentir d'être dans son corps. Oui. Puis, parce que, tu sais, j'essaie de trouver des solutions pour avant qu'on parle de l'apocalypse au ralenti, tu sais, de justement sentir qu'on a peut-être un peu une manière de se découvrir en dehors de cette espèce de ping-pong-là avec nos données qu'on échange puis qu'on se montre. Tout à fait. Je pense que c'est sage. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas de quelqu'un qui dont le titre, c'est jamais assez. je le dirai jamais assez, Guillaume. Quand tu me dis ça, j'ai fait comme, ben là, il était en plein dedans. Là, ouais. J'aurais pas trouvé un meilleur titre si tu m'avais demandé, André, toi qui es dans la technique, tout ça, là, trouve-moi un titre pour mes affaires, je t'aurais dit. Ouais. J'aurais peut-être jamais trouvé ça, mais il est parfait. Jamais assez. Ben oui. Regarde l'amitié. L'amitié, c'est très symbolique, non? Mm-hmm. D'ailleurs, symbolon, chez les Grecs, c'était une pièce d'argile qu'on coupait en deux et qu'on donnait à l'autre. C'est intéressant, ça. Ça servait à quoi? Dans ce contexte-là, mettons, la pièce d'argile? 2. Signifiant, signifié. Déjà, ça veut dire que le sens, c'est une affaire, le signifié, puis le signifiant, le mot, il peut y avoir différents mots pour le même sens. Ça veut dire aussi que sans l'autre, je suis incomplet. Puis le symbolique, ça prend l'autre parce que ça prend une grammaire, ça. Or, que fait l'amitié avec Facebook? Mm-hmm. C'est un compteur. 200, 300, 400, 1000. Personne va dire, j'ai pas 1000 amis. Ouais. Si t'en as 5, bien proches. Mais tu sais, et là, on est rendu à 1000. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Ça dit rien d'autre que l'accumulation. Ici, est encadré par un modèle de monétisation, valorisation monétaire qui poursuit ça, évidemment. Mais ça dit rien de l'amitié comme telle sur le plan symbolique, affectif. Mm-hmm. Puis le pire, c'est qu'il y a une mode, une tendance, je ne veux pas insulter mes collègues, là, mais les émotions maintenant, mais c'est encore en partant de l'individu. T'sais. Il faut retrouver le collectif. Mais la première affaire que je disais à mes étudiants, aussitôt au bac, là, je leur disais, je connais quelque chose de bien intime de chacun d'entre vous. Ouais. Ah oui, quoi? Vous venez de 2 autres personnes. Vous venez de 2 autres personnes qui habitaient un endroit, qui avaient des revenus, qui avaient des valeurs, qui s'est passé des affaires, qui s'est pas passé des affaires. Donc, vous n'arrivez pas avec une page blanche, vierge, puis vous faites votre vie. C'est pas vrai. Et c'est ça qui se passe. Montréal, autrefois un lieu d'échange, de rencontre. On occulte le politique. Pourquoi on peut l'occulter? Bien, si le réel est chiffrable et prévisible, parce que 2, 4, 6, 8... 10! Alors, comme disait ma collègue Antoine Trouvois en Belgique, si vous voulez lire des choses, toi notamment, là, est super. Là, prend le concept de Foucault de gouvernementalité, c'est-à-dire l'art de conduire la conduite du monde. La gouvernementalité, c'est une discipline sur la discipline. C'est-à-dire qu'au lieu de te discipliner à chaque fois, je vais t'inculquer la discipline de le faire toi-même. Et c'est ça, la performance. T'sais, une fois que tu as ta montre, puis tu es là, tu es 10 000 pas, puis tu calcules, il n'y a personne qui te force, là. C'est toi qui le fais.
Et c'est toi qui reproduis. C'est auto... Ben, c'est l'exemple que donnait Foucault, c'était la prison de Bentham. Tu sais, une prison où les cellules ont tous un mur vers le centre, pas un mur, mais une fenêtre vers le centre, puis tu as la tourelle des gardiens au centre. Alors, les prisonniers ne savent pas s'ils sont visés ou pas, s'ils sont vus ou pas, donc ils assument qu'ils vont se discipliner eux-mêmes. C'est l'exemple que donnait Foucault pour dire, ben, on se discipline nous-mêmes. De la même façon, quand je donne un séminaire, les étudiants sont là, je ne les ai pas obligés d'être là. Mais comment on fait pour... Tu sais, parce que le fait de, par exemple, s'auto-domestiquer en tant qu'humain, ça nous a permis de bâtir un bien commun. Non, mais on n'a pas le choix. On est ça. Exact. Mais c'est là le leurre. C'est qu'on n'a pas besoin du collectif. J'en veux plus de discipline collective. Je veux être libre, moi. Ah! Tu comprends-tu? OK. Et je veux être libre dans la mesure... Comme si l'enjeu de la liberté passait par l'absence de discipline. Et à ce moment-là, ça tombe bien que j'ai un social qui n'est pas idéologique en apparence, parce que le refus de l'histoire, c'est quand même historique. Le refus du système, c'est de la systémisation. Puis le refus de l'idéologie, ça reste une idéologie. Tu sais? Je veux dire, comme disait Wittgenstein, la mouche, elle sort pas de la bouteille à mouche. Tu sais, that's it. Tu peux projeter. Puis... Alors, on est dans un monde, justement, empirique, concret, tu sais, puis that's it, tu sais. Cette discussion-là, tu l'as-tu souvent en dehors de ton en dehors de tes interventions pour lesquelles tu es demandé par rapport à ton expertise? Par exemple, ma famille, ils veulent m'envoyer à Tombouctou à chaque fois que je joue au Mayol. non, mais honnêtement, je veux dire, c'est comme quelque chose qui, si on prend le temps, qui doit résonner chez beaucoup de gens. Écoute, là, tu me poses une question très personnelle. Ouais. Je vais te répondre personnel. Je pense... Moi, ça fait 3 ans que j'étais en pré-retraite. Ouais. Okay? Je joue tranquillement. Et je pense que j'ai fait une mini-dépression. Ah ouais? Dans le sens que je me disais, coudonc, où est-ce qu'on s'en va, là, tu sais? Parce que justement, j'avais pas l'impression... Tu sais, écoute, pour un sociologue en ce moment, là, je me sens comme une espèce en voie de disparition. Moi, là, oui. Parce que la société est devenue un système, le capitalisme est devenu l'économie. Mais là, tu comptes l'économie? Non. On n'est pas capable de penser autre chose. Okay. Et le seul solace que je peux trouver là-dedans, c'est de me dire, sais-tu quoi? Je me rappelle, j'étais un souper avec... Tu peux-tu me définir solace? C'est la première fois que j'entends ça. Excuse-moi, peut-être que je l'emploie mal, mais une espèce d'épiphanie. Okay, là, okay. Tout va bien. Ouais. Et j'étais on fait du name dropping, un souper avec Michel Frétag, le grand Michel, puis je jasais avec lui, puis je dis, comment est-ce qu'on change ça? Oui, parce que là, t'étais comme... Ben, il a dit la même affaire que disait Naomi Klein, c'est-à-dire que ça va prendre un désastre, puis quand tout est à terre, bon, ben, on va partir à zéro, puis on sera pas pris avec le leg de, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas ce qui est agréable. C'est ça, c'est pas si... on va commencer par rentrer le char dans le mur, après ça, on va changer les tires. Tu sais, c'est comme... Ouais, il y a clairement que cet enjeu-là, quand on réfléchit quand on commence à réfléchir à ça, je veux dire, c'est très... je sais pas, justement, à part se raccrocher à cette solution-là qui est souvent évoquée dans les livres de Naomi Klein, c'est difficile de vivre d'espoir. Écoute, moi, je retourne vers mes racines de jeunesse. OK. Quelles sont-elles? Parce que d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, de te livrer personnellement par rapport à ça, je veux dire, ça doit être différent de quand tu as grandi dans les années 60-70, parce que là, tu as vu ce monde-là changer, puis... C'était encore un monde... ma blonde appelle ça la génération du co-classique. Entre guillemets, oui, les grandes valeurs. Mes parents étaient âgés, mon père était un ancien frère, alors j'ai été élevé, moi, judéo-chrétien, c'est 110%. Go, Jesus, go! Je me suis révélé à 15 ans, là, mais c'est autre chose. Mais... Tu viens pas de nulle part. C'est ça, exactement. Et c'est pas une question de que ce que j'ai le goût de faire, mais bien qu'est-ce que je dois faire au nom de... Et dans les années 80, il y avait Gilles Lipovetsky. Aujourd'hui, c'est moins bon ses affaires, mais à l'époque, le jeune Lipovetsky avait écrit L'ère du vide, le crépuscule du devoir. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai plus de devoir envers rien, j'ai fait mes recherches. Et même la science, on le voit aux États-Unis, n'arrive pas à convaincre. Et à ce moment-là, c'est le discours personnel et le pouvoir brut, on le voit aux États-Unis, là, qui va l'emporter, tu sais. Dans ce que tu viens de dire, quand tu as eu ton de où tu viens avec la génération du Greenfield Park. mais le point de dire, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire au nom de X. J'ai comme l'impression que
tu connais mes enfants, je ne veux pas les nommer, mais ma plus vieille, on était en train de faire un pique-nique, puis il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, puis j'ai dit, peux-tu aller aider? J'ai dit, va aider les autres, là, ça va donner du sens à ta vie, tu sais. Puis là, les autres parents, ils partent à rire, tu sais. C'est fou, hein? Je dis, c'est quand même ça, là. Écoute, mais, bravo! Mais non, mais je veux dire, c'était un peu poussé, là. Je veux dire, je me rendais bien compte que c'était un peu poussé pour l'âge qu'elle a, là. J'ai dit, mais c'est quand même ça. J'ai dit, tu sais, ce besoin-là, puis c'est sûr qu'on vient de... On vient de parents, puis on vient d'une histoire et d'un lieu, hein? Puis, je veux dire, si tu veux contribuer à cette histoire-là, contribuer au collectif, c'est peut-être ça, c'est peut-être justement le crépuscule, comme tu viens de dire, le moment juste avant que les gens reprennent cette responsabilité-là de bâtir quelque chose de commun. C'est pas comme si on avait des enjeux collectifs comme le climat, mettons. Non. Okay. Non, mais tu sais, ça aussi, c'est que j'en ai un... je vais t'inviter à la soutenance. Non, mais tu vas aimer ça. Parfait. C'est juste, je vais être intimidé, mais je vais accepter ton invitation. Non. Jacob, il me reste 2 doctorants. OK. Jacob travaille, lui, sur justement ce qu'on appelle l'anthropocène et les discours inflationnistes ou pas et comment, justement, parce que aujourd'hui, la technique cause l'anthropocène et on dit la technique va régler les problèmes que la technique va... Il y a ça, là. Alors, il y a on va trouver une nouvelle technologie qui va nous permettre de... C'est ça. Exact. Donc, il y a une réflexion là-dedans. Puis si t'aimes la philo et la technique, je soupçonne que tu tu nages très bien là-dedans. Là. T'as plus les petits flotteurs avec les bras, toi, là. Je sais pas, mais... Non, c'est impressionnant, j'avoue. En un mois, là, tu m'impressionnes. J'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et de tous les documents que tu m'as fournis. Okay. Pour avoir un résumé de Heidegger, j'ai demandé de m'expliquer ça. Puis après ça, il m'a suggéré des livres de Françoise, la française, d'Astur. Par rapport à... Parce que j'ai beaucoup accroché quand tu me parlais d'Heidegger sur l'aspect d'avoir besoin de faire face à la finitude pour... trouver le sens. Là. Moi, j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup chez moi. J'ai trouvé que c'était une des manières, je trouvais que moi, c'était comme ça que tu te mets dans l'action puis que... La finitude, là, la seule vérité probable, c'est l'improbabilité de notre survie. Puis on le sait pourquoi, puisque chez les Grecs, ceux qui venaient avant, ils sont plus là pour nous laisser notre place, puis nous, on n'est plus là. Puis comme je disais à mes étudiants, de ce point de vue-là, vous êtes juste les enfants de vos parents et les parents de vos enfants. Let's go! Et en ce sens... Là, c'est le philosophe Simondon que j'aime beaucoup. L'être, c'est pas le bout de la merde, c'est juste une phase d'un cycle d'individuation, c'est-à-dire de reproduction de la présence humaine dans le temps. Et le code génétique, il est ni en toi ni en moi, mais il est dans tout le monde. Hein? C'est rare que le nez est au milieu du front puis que je me rase les dents. T'sais. Il marche. Mais il marche parce qu'on se reproduit. Et ça, il appelait ça une relation de transduction, c'est-à-dire A et B créent un rapport C qui, en retour, individue A et B à créer C. Comme tu peux le voir, ça ressemble un peu à la cybernétique, sauf qu'ici, on met un aspect de création puis de nouveauté. Il faut dire que probablement que s'il y avait des cybernéticiens de 2e, 3e génération, là, je pense à ceux qui ont trippé les 90 sur Maturella, j'ai l'air de faire du name dropping, mais ils ont bien trippé face à la cybernétique, l'érification. Et c'est beaucoup plus subtil. Mais la portion cybernétique qu'on voit en ce moment, là, dans le marketing, tout ça, là, c'est ce que j'appellerais la vulgate cybernétique. C'est une idéologie, là, tu sais. C'est différent de ceux qui font des recherches de pointe là-dessus. Est-ce que tu as déjà senti avec tes étudiants qu'il y en a certains que ça affectait justement trop cette possibilité-là de perdre tout optimisme lorsqu'ils faisaient leurs études? Écoute, l'affaire que longtemps on me disait « Ouais, mais c'est quoi la solution? » Alors là, j'avais un peu de misère avec ça parce que je disais l'air du temps, c'est d'avoir un gros Walmart, puis on pogne la solution, puis on pogne le modèle, tu sais. Mm-hmm. Et c'est encore ça, parce que moi où je parle, là, le grand défi des universités, du moins chez nous, là, ils ne viennent pas au cours. Donne-moi tes notes, donne-moi c'est quoi le modèle, puis en plus, je peux faire du chat GPT. Ils ne viennent pas au cours. Alors que moi, je leur dis toujours, le cours, là, si vous ne me posez pas de questions, là, ça va être plate longtemps. C'est un parcours qu'on fait ensemble. Je suis un meneur de classe. C'est du temps qu'on passe, qu'on partage. C'est du temps qu'on partage et qu'on discute. Et au début, moi, je me promène, puis j'ai qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Puis à un moment donné, après 3 semaines, 1 mois, là ils peuvent discuter. On danse, là. On danse, puis c'est le fun. C'est là que tu vois les brillants. Puis, oui, mais c'est quoi le...
Et donc, ils disent, oui, mais c'est quoi la solution? Puis au début, je leur disais, je peux pas te parler de solution si je comprends pas le problème convenablement. En même temps, on va commencer par se poser une bonne question, puis ça va peut-être être suffisant, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que c'est tellement large que, tu sais... Alors, bon, un peu comme tout le monde, alors j'essaie de réduire, par exemple, les ordinateurs chez nous. Parce que, justement, je me rendais compte, la pandémie, moi, ça m'a tué là-dessus. Ouais. Des journées entières, couché devant la tablette parce que j'avais un bras sur le mur. Et là, puis ça m'a repris à peu près 4-5 mois, puis je me dis, ça n'a pas d'allure. Et là, je me rappelle, j'étais super grippé. Puis là, je bingeais, puis j'avais tout, puis rien en même temps. Je me suis dit, mon Dieu, que c'est donc bien vide. Hein? Alors, c'est ça aussi, l'infobésité. Tout est ramené au même niveau. Fait que là, ça devient juste une espèce de grosse montagne qui te met à terre. Alors là, j'ai commencé à... Écoute, je suis passé de 8-9 heures de tablette à moins d'1 heure, 2 heures. Et ça comprend quand je la mets à côté de mon ordi, parce que je travaille en même temps avec. Mais c'est clair que je passe trop de temps à l'ordi. Je suis un gars qui crie, moi. Vous le savez, avoir mal aux genoux, avoir mal au dos ou encore être inconfortable sur sa selle, ça vous empêche vraiment de faire du vélo. Vous avez beau être à l'écoute de votre corps, mais vous n'avez pas toujours les solutions. Chez Physio-Vélo, on est là pour ça. Évaluation biomécanique sur le vélo, test de force, de mobilité, de flexibilité. Tout est là pour vous donner un plan d'intervention personnalisé selon vos objectifs. Tu veux comprendre ta douleur à vélo? Viens nous poser tes questions. Parce que chez Physio-Vélo, on n'est pas juste des physios, on est des passionnés de vélo comme toi. On se voit bientôt en bike fitting. Ciao! Mais cette capacité-là de comme être dans le problème, le voir d'une manière extérieure, d'un œil extérieur, puis d'espèce de passer d'un bout à l'autre, c'est quand même un peu... C'est-tu un peu ça qui t'a amené à aller au doctorat puis à retourner aux études, tu sais, les questions que tu te posais, tu sais? Écoute, tu as fait un bon sociologue, toi. Je te ramenais... Tu m'as posé les bonnes questions, là. Tu m'as formé en un mois, là, sur le trottoir devant chez nous. Écoute, moi, j'enseignais et j'écrivais sur l'informatique. Et je voyais des grandes tendances et j'ai retrouvé un peu mon background de sociologue. Là, j'expliquais des affaires. Bon. Puis, à un moment donné, avec un ami, Pierre Le Cavalier, que je salue ici, enfin, il était au Centre de recherche informatique de Montréal à l'époque. Le crime, contrairement au vrai, lui payait. Ça s'appelait le crime, le Centre informatique. Oui. C'est bon. Bon branding. Lui payait à ce moment-là. Okay. Parce que le crime ne paie pas habituellement. Mais il est allé... on faisait des conférences. Et à un moment donné, je me disais... Caroline, je vois des étapes. Oh, pardon. Je vois des étapes dans l'histoire de l'informatique. Ouais. Et je résumais ça par dis-moi avec quoi tu computes et je te dirai qui tu es. Ah. Passer des mainframes time-sharing collectif à j'ai mon ordi personnel Steve Jobs. Tu vois-tu, hyper individualiste, là? Et c'est fou, hein, mais c'est en réfléchissant sur la technique que je suis tombé sur ces concepts-là qui sont beaucoup plus gros que la technique. Mais moi, mon idéal, ça a toujours été un peu comme Bourdieu et d'autres. Tu pognes un phénomène concret et tu tires dessus, puis tu reviens au social, et de là, tu reviens vers ton phénomène. Alors, quand je t'ai dit, c'est quoi la technique? L'histoire de l'informatique. Ensuite, le MP3, tu ne seras pas surpris que ma thèse était une monstruosité de 800 pages, là, tu sais. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Guy Lefebvre, Jean-Guy Lacroix, qui m'a initié Henri Lefebvre, un grand sociologue français. Les deux sont décédés aujourd'hui, mais Jean-Guy m'a vraiment bien élevé. C'est ça qui est le fun aussi dans ma job, tu sais. Quelqu'un qui travaillait sur les routes d'information, la santé, rien à voir avec l'informatique personnelle, mais qui m'a quand même capable de te mentorer. De mentorer, là, vraiment. Là. Ça, c'est... Et tu vois, encore une fois, un rapport avec l'autre. Et je suis content parce que c'est une des rares jobs, à part dans la construction, où tu as des mentors. Ben, on a peut-être, il y a eu une mode à un moment donné, mais nous, c'est officiel. Tu sais, tu mentors du monde. Ah, OK. Tu veux dire, officiellement, vous êtes obligé d'avoir cette relation-là. C'est-à-dire que ça fait partie de la job. Tu sais, c'est un mentorat, littéralement. Là, tu sais. Faut pas que les étudiants soient sociologues et qu'ils viennent de nulle part. Là. Ben, tu sais. Puis un doctorat, ben, c'était un parcours. Puis moi, je voulais répondre à cette question-là. Et ce faisant, c'est drôle, hein, à peu près 6 mois après, j'ai remarqué que j'avais repris exactement là où j'avais terminé mes études de doctorat 25 ans avant à McGill, en communication. Ah ouais? Sans même y penser, là. Et j'ai répondu à des questions qui étaient existentielles pour moi, parce que j'avais 23 ans. Qu'est-ce que je connaissais de la vie? Faire docteur, va respirer le monde. C'est pour ça que je suis parti en Afrique. Mais
Et bien là, c'est ça, j'ai répondu à des questions. Et aujourd'hui, comment est-ce que je fais face à tout ça? J'essaie de retourner à mes racines. J'ai recommencé à repratiquer mon tai chi. Moi, j'étais un gars qui faisait tai chi méditation tous les jours, je te dirais, de 21 à jusqu'à temps que j'aille une famille, que je rencontre ma blonde, que je nommerai pas ici. OK. Et qui est une formidable aventure. Mais là, justement, j'ai du temps. Retourner à ça. Je vais retourner à ça. Parce que, mais je vais toujours garder, regarde, j'ai encore une nouvelle ordi. Là, Moi, tu vas me faire plaisir, là. Décalisse ton ordi, appelle-moi, puis dis André, viens me remonter ça, je vais t'offrir un verre de lait et une sandwich dans tous les 2, 3, 4 heures. Je vais être heureux, on va te passer 12 heures là-dedans. Il y a quelque chose, et c'est de le mettre à ma main. C'est, encore une fois, signe des temps, personnalisation, mais personnalisation puis hyper-individualiste, il y en a un qui est sur l'acide, tu comprends? C'est l'hyper-individualiste qu'il faut lutter aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis seul au monde, tu sais. Puis que j'arrive vierge, puis... Mais c'est ça qui se passe, là. Mais ces besoins-là, ils émergent de quoi, d'après toi? Ben moi, je dis que ontologiquement, nous sommes homo faber et on est homo symbolique. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres, là. Tu sais, d'ailleurs, prends quelqu'un foulé tout nu dans le bois et le bébé ne durera pas longtemps. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a besoin... Morin appelait ça le processus de juvénilisation. Là, on retarde, on a besoin d'être éduqué de plus en plus long, mais... Ah, tu veux dire le fait que, genre, mettons, chez l'humain, ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'on atteigne l'autonomie? Aujourd'hui, on dit 25. Avant t'as 12 ans, allez, moussaillon, je suis sur le bateau, toi. OK. Mais je pense que j'ai un petit peu... Ça va être, je vais être hyper individualiste à mon tour, je vais me le permettre. J'ai décidé d'abandonner à ma façon, pour l'instant, en tout cas, ce combat-là, pour me pencher vers d'autres choses. Tu sais, j'ai lutté contre la marchandisation de l'université, peut-être de à un moment donné, tu le sais, là, les trucks sont dans le corridor, là, ils vont, le rouleau compresseur va passer. Je le vois chez les plus jeunes profs aussi. Je le vois aussi qui sont trop prises avec, tu sais, oui, l'égalité, tout ça, c'est le fun, là, mais tu sais, notre job à nous, c'est pas d'engager des bleus, des jaunes, c'est de faire de la science, c'est d'engager des compétences. Alors, moi, comme je dis, si vous voulez avoir des bleus, des jaunes, des rouges, des ci, des ça, il faut les prendre au bac, puis mentorez-le, puis allez-y. Et je regarde, moi, puis je dis pas ça pour me vanter, là, mais je dirais 95% de mes doctorants, c'est des doctorantes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de filles au bac et les gars, ils sont ailleurs. Bien, en ce moment, les candidats, c'est surtout des filles, tu sais. Ça m'apparaît mieux que d'aller dire, ben, on va égaliser. C'est parce que, tu sais, on réécrit le passé, finalement. Là, on va-tu brûler des livres, là? Rappelle-toi la fille en Ontario, là, qui avait décidé que, tu sais... Puis bon, je leur dis, écoutez, si vous écrivez le passé, je vais plaindre votre futur. Parce que vous allez devenir le passé de quelqu'un d'autre, là. Puis, qu'est-ce qui fait que ce lieu commun-là, aussi, tu sais, quand on parle du commun, on parle du sens commun, mais on parle aussi d'un lieu commun d'échange où est-ce qu'on se permet d'être ouvert. On peut-tu parler de l'ouverture, justement? Ben oui. Une ouverture à l'autre. Mais, tu sais, l'autre, c'est ça. C'est poétiquement, je te dirais, c'est de reconnaître qu'une des meilleures parts de nous réside dans l'autre. Puis l'autre, tu peux avoir un petit A, comme dirait Lacan, toi, puis un grand A, l'autre. Nos valeurs collectives, tu sais. Mais regarde, l'État-nation est en train de tomber. L'État-nation, excuse. L'État-nation, tu sais, aujourd'hui. Ah, l'État. L'État-nation. Excuse-moi. Moi, je suis l'État-nation. Et, mais, tu sais, moi, j'ai été élevé dans une société, le nationaliste, la langue. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Mais la quête de sens était plus... est-ce qu'elle était plus évidente? Est-ce que tu penses que... Elle était collective. Mais est-ce que tu penses qu'elle était intégrée facilement, rapidement, par l'ensemble? On avait des pubs, là, Hydro-Québec. On est 6012, il faut se parler. On est 6 millions, tu sais, comme que je suis, tu sais. Ah non, c'est vraiment à partir des années 80 là, que le néoconservatisme. En même temps, tu avais le néolibéralisme économique, Friedman, des années 60, 70, 80. Aujourd'hui, ça donne ça, là, tu sais. Et on est rendu qu'on vit pour des dixièmes de pourcentage, soit d'inflation, soit de... Imagine-tu, là? Écoute, c'est rendu hyper précis. Mais j'ai pas le choix de... J'ai lu un livre excellent récemment qui s'appelait le Post-Journalism. Faudrait que je te... Tu vois où tu m'envoies ça, là? Oui, je t'enverrai ça. Tu gardes pas ça pour toi, ces affaires-là, à partir de maintenant. Nos interactions sont souvent coupées par tous les enfants qui courent autour, mais je prendrai le temps de te l'envoyer. Tellement chouette. Je te l'enverrai. C'était un peu...
c'est un professeur de l'Université de Toronto qui est un Européen. Bref, c'est excellent. C'est The Medium is the Message. Ça, c'est McLuhan. McLuhan. OK, c'est comme la génération d'après qui a écrit ça. Je ne me rappelle pas son prénom. Tu sais que le titre original, c'est de Massage. The Message? De Massage. Il y avait une erreur dans la première édition. Puis McLuhan a dit non, c'est trop bon, on va le garder. Mais tu sais, j'ai commencé à lire ce livre-là sur le post-journalism. Pourquoi je veux t'en parler? C'est que tu sais, cette espèce de lien-là, il est dans ce livre-là. Puis j'ai lu ce livre-là il y a peut-être 3 mois, puis après ça, on a commencé à jaser. Puis là, je réalise que la technique est dans ça aussi, sur le fait que à chaque fois que tu as un nouveau média, par exemple la télé, ben tu sais, on va changer notre rapport au monde en utilisant ce média-là. Puis là, maintenant, avec justement l'arrivée des moyens de production, on est ici dans un studio. Moi, je suis zéro mandaté par personne pour... Et tu es dans l'espace public. Mais je suis dans l'espace public. Donc, tu sais, la démocratisation des moyens plus l'atomisation, comme il y en a des millions de productrices et producteurs de contenu, cet enjeu-là de la quantité, mais aussi du... Tu sais, ça a changé notre manière, notre rapport au monde, parce que là, moi, j'arrive à nulle part. C'est notre rapport au monde. C'est notre rapport. Ah, OK. Quand ça change. Non, mais c'est ça. Ça fait partie de notre rapport au monde. Alors, ça change. Le rapport au monde change. Autrement dit, le rapport au monde change par ces changements-là. Mm-hmm. Et tu sais, bon, moi, j'ai été longtemps, on a un département de journalistes. J'étais directeur de l'unité de programme journaliste et je pense à mon collègue Roland-Yves Carignan, que je salue ici, un ancien chef de pupitre au Devoir, qui a fait sa maîtrise chez nous, que j'ai eu dans mes cours, qui est un collègue super. Et c'est avec lui que je veux faire le livre, d'ailleurs. Okay. Et la réédition, là. Oui, et on a beaucoup assez de parler de l'épistémologie du journalisme. Parce que je ne nommerai pas personne là, parce qu'ils vont me faire des ennemis, là, mais tu sais, quand je vois des VP de journaux que je ne nommerai pas comme la presse, excusez-moi, mais tu sais, de dire, il n'y en a pas de crise, OK? C'est juste une question de pas de crise de confiance, c'est juste une question de partage des revenus puis de technologie. Hey, excuse-moi, là, mais quand tu as un président américain qui vous traite de fake news, et tu gardes, dans quel trou d'autruche tu es en train de te mettre ta tête dedans, là? Dans ce livre-là, il y a une grosse partie du fait que maintenant, les médias qui sont autorisés, qui ont de la crédibilité, mettons, qui est en détérioration, on va dire, c'est rendu des outils de validation. Parce que l'information, ils ne te la donnent pas. Tu vas la valider, puis tu vas essayer d'aller chercher un point de vue. Là, c'est rendu maintenant avec Fox News. Je ne sais pas si tu as vu Trump. Maintenant, il n'invite plus les médias traditionnels. Il choisit sa gang qui vont être tout simplement des relayeurs de son message. Alors... Mais tu sais, cette idée que, nous, on protège la démocratie, tout ça. Oui, mais c'est parce que la démocratie, là, avant d'exister, elle n'existait pas. Elle peut très bien ne plus exister. Non, c'est comme si c'était toujours là. Non. Il faut retourner à être toujours conscient des racines socio-historiques, autrement dit, dans le temps. C'était pas de même avant, c'est de même maintenant, ça peut changer. Ça va changer. Et ça va changer. D'ailleurs, c'est toujours en train de changer. Et je déplore que... Écoute, on écrit un article où on parle justement de cette détranscendantalisation des valeurs et comment est-ce que ça affecte le rôle de journaliste, puis de faire attention. Tu sais, ça a jamais... On a bien la misère à le passer dans des revues scientifiques, journalistiques. Là. Ouais. Je mets les deux entre guillemets. Okay. Mais... C'est ça. Et c'est très difficile parce que ça va à compte courant, tu sais. Puis de dire, tu sais, c'est parce que ce modèle-là du journalisme n'existe plus. Il est mis à partie par, justement, la fin de la discipline. Tu sais, Fox News, c'est quoi? Ma fin de la discipline journaliste traditionnelle. Tu sais, non, mais on a le conseil de presse, puis la fédération. On a vu le pouvoir que vous avez, tu sais. Non. Alors, il faut, et moi, ça fait des années, là, ça commence, là, justement, avec Roland Yves, qui est le nouveau directeur de l'unité en passant, et directeur du programme de journalisme chez nous. Okay. Et les réformes vont devenir bien intéressantes, là, c'est-à-dire que la job du programme de journaliste, c'est pas juste de reconduire tel quel le passé, l'homéostasie cybernétique, tu vois-tu, là? Mais bien de dire... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Multiplier les angles critiques. Parce que, tu sais, de faire un livre, tout ça, tu sais, moi, je pense que tu n'as pas besoin de 40 cours à 45 heures. D'ailleurs, moi, je suis devenu journaliste. J'ai jamais eu de formation. Là. Bon, t'écris bien.
je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de formation à avoir, mais il faut retourner, je pense, surtout en ce moment où il y a une crise institutionnelle. On n'est pas pour former du monde avec des vestiges du passé, un credo du passé, puis on les a envoyés. D'ailleurs, les inscriptions baissent, le placement, c'est compliqué, là. Puis comment on fait pour que... Je pense beaucoup à ce que tu as dit tantôt par rapport... Je reviens à quelque chose que tu as dit tantôt par rapport à la quantité d'écran dans nos vies, puis le rapport à l'autre. C'est quand même paradoxal de penser que quand on est à l'écran dans cette espèce de en anglais, ils disent parasocial, là, comme une genre de représentation sociale qu'on a sur nos écrans versus qu'on pense qu'il y a peut-être un rapport à l'autre, mais complètement différent de celui qu'on a en personne, qui est tout le temps un petit peu plus... Écoute, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, l'espace public, d'ailleurs, un espace public homogène, qui est la fonction de base de la démocratie du journaliste, excuse-moi, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Ouais. OK. Donc, déjà, en partant, là, cette idée-là, il faut la reprendre. Donc, c'est la morcalisation, c'est l'éclatement. Et c'est là, dans l'éclatement, s'il n'y a pas une idéologie officielle qui peut prendre le contrôle, moi, je suis un individu, on va mieux accepter une idéologie qui apparaît comme non idéologique. À la limite, on va rentrer des gens de couleur dans les shows, tout ça. On va calculer les présences, puis quand les chiffres vont être bons, on va avoir fait la job. Mais si les gens de couleur bleu, blanc, rouge vendent les mêmes chars de merde, ça, c'est pas grave, tu comprends-tu? C'est là où tu vois la finalité puis les moyens. Et encore une fois, les moyens, je dis, c'est nécessaire, mais non suffisant en soi. Il faut aller plus loin. Je suis pour la diversité des médias, mais en même temps, il ne faut pas oublier que... Il faut jongler avec les deux, c'est parce qu'on a l'impression qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Ben, c'est parce qu'on nous a mis dans un ou l'autre. Je te parlerai d'expérience traumatisante, moi, dans le centre des assemblées départementales chez nous, là. Okay. Mais je veux dire, tu sais, il n'y a personne qui est contre la vertu, là. Je veux dire, oui, mais... Comme j'ai dit à quelqu'un, écoute bien, là, si j'engage juste sur des critères démographiques de ressources humaines, je souhaite que là où le médecin qui va t'opérer ait vraiment eu la formation et qu'on ne l'a pas accepté juste parce qu'elle avait des caractéristiques hautes, tu comprends? Ils vont dire, ben non, on ne veut pas ça. Oui, mais c'est parce que cette idéologie-là s'inscrit dans un mouvement plus large d'hyper-individualisme où il n'y a plus de social. Écoute, moi, j'ai déjà entendu proposer de faire un algorithme pour mesurer la production des profs. Qu'est-ce qu'on produit, là? Ben non, on peut-tu discuter de ce qu'on produit? Exactement. Qu'est-ce qu'on produit, André, quand on est prof? Ben c'est ça. On ne produit pas, on est. T'sais, nous, en fait, on reproduit la science. Mais moi, je suis un dinosaure dans ce monde-là. Là. Puis sais-tu quoi? C'est probablement peut-être correct aussi. Peut-être que c'est eux qui ont la réponse, qui vont l'avoir. Mais personnellement, je pense qu'on s'en va dans un moyen âge, un entre-deux. Une chute. Pour l'instant, je ne donne pas cher des institutions en ce moment. Si on revient vers le passé, qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre le pic était quand, là, à peu près? Là? Je pense 85? Non, 90? Tu parles de toute cette affaire-là? Je sais pas, toute, là. On est dans la merde! Non. Je te dirais que ça commence, mais regarde juste les Américains. Peux-tu penser qu'en 10, 12... Non, tu sais, je veux dire... Hey, je suis rendu à un point comme moi, je me fais dire par mes institutions, si t'as pas d'affaires aux États-Unis, vas-y pas, là. Puis nous, tu le sais, on a du monde dans la famille là, aux États-Unis, on les nommera pas. Puis là, on va faire une réunion de famille, on va se réunir pour loin de la frontière. Puis là, j'ai fait comme, hey, excusez, là, mais... Je pense pas, là. Puis moi, ben, je suis un sociologue de l'UQAM. Tu penses pas que, côté critique, là, que je me suis pas ouvert la gueule dans des articles et tout, sur la surveillance, sur ci, sur ça. Veux-tu prendre une chance? On est rendu là, là. Ce qui aurait été impensable il y a 25 ans, là, ou il y a même 15 ans. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on retrouve du collectif. J'aime pas l'image du pendule, là, parce que c'est comme une métaphore que je trouve pas très scientifique, là, tu sais. Ouais. Pourquoi que la vie serait un pendule? Je sais pas, tu sais. Ah. T'aimes mieux le cercle. La dialectique, tu sais, de revenir et de revenir en avant. Parfait. Et puis, je pense qu'on s'en... tu sais, le bon côté de toute la merde américaine, c'est que soudainement, nos amis canadiens sont devenus aussi nationalistes. Oui, on s'est retrouvé un lieu commun, en fait. Je veux pas, tu sais, face à quelque chose qui nous fait peur, finalement, on retrouve... Et ça, c'est drôle, hein? Moi, j'ai eu des frissons quand, dans les séries éliminatoires,
Ben oui. C'était fou, ça. C'était fou, Au hein? hockey, là. Au hockey, puis là, les séries, les Caps arrivaient à Montréal, on demandait de respect, puis j'étais tellement fier de Montréal. Tu sais, c'est comme, non, tu sais. Ben, parce qu'il y avait du commun. Il y avait quelque chose de transcendantal. Et ça, on l'a plus facilement, nous autres, que nos amis saxons. De toujours. Et ça date historiquement. C'est parce que nous, on est d'origine française. On n'a pas le même droit. On n'a pas le. Et chez les Français, les premiers Gaulois, c'était beaucoup plus le clan. Hein? Par exemple, quand tu mourais, tes affaires retournaient au clan. C'était pas la loi romaine, anglaise, le premier, whatever. Bref, on est plus sensible à ça. C'est drôle parce que. Et on recherche ça. Ben oui. Puis tu sais. Regarde, dans certains mouvements woke, le Québec est raciste. Non, vous n'avez pas compris, là. On n'a pas interdit la religion musulmane. Non, on a calissé la religion et la nôtre en premier. Non, mais, tu sais, le gros, nègre d'Amérique, le gros livre, oh my God, tu peux pas dire le mot nègre. Hey, come on. Si un mot te fait peur, ton hypersensibilité, là, reviens-en, là, walk it off, comme dirait l'autre. Mais c'est parce qu'à l'époque, le clergé, l'Église, maintenait les Canadiens français dans un état de pauvreté qui était similaire au pire que les raccoins d'esclavagistes les plus sordides. Là. C'est pas rien, là. Donc, tu vois, la poids des mots, là, alors c'est ça. Moi, je vais l'interpréter selon ce que moi, je ressens. Ouais, mais attends un petit peu, là, t'es pas tout seul, là, tu sais. Vous êtes physio ou vous êtes kiné et vous voulez devenir la référence pour les cyclistes dans votre région, eh bien, on a ce qu'il vous faut. Les formations Physio-Vélo. Une formation hybride avec du e-learning et des séminaires pratiques de 3 jours est ouvert aux kinés et aux physiothérapeutes. Inscrivez-vous à notre prochaine cohorte en France en novembre 2025 en partenariat avec la Fédération française de cyclisme. En plus de vous offrir une formation certifiante, Physio-Vélo vous propose du mentorat, des cas cliniques, mais surtout la chance de rejoindre un groupe d'experts de kinés et de physio passionnés comme vous qui veulent améliorer la prise en charge des cyclistes. Inscrivez-vous dès maintenant parce que les formations Physio-Vélo, c'est plus qu'une formation, c'est une transformation de votre carrière. Comment je te lance sur une grande question, là, tu sais, La réponse, c'est Bob, 12 et Jello. 12 ou 14? 14. 13, putain, 2. Non, mais tu sais, comment on réconcilie ce besoin-là de lieu commun avec la solitude qui, on semble exprimer qu'elle est grandissante? Ben oui, ben c'est ça. Regarde, je disais à mes élèves, hey, bonne nouvelle, vous êtes affranchis des idéologies, vous êtes libres. Mauvaise nouvelle. Vous êtes seul. Vous êtes seul. C'est sûr. Ah ouais. Pogne tes pilules, pogne votre production, tu sais. Ils se rendent pas compte. Puis l'anxiété, je peux te dire que dans les 10 dernières années, dans les classes, je le vois bien, là. Mm-hmm. Je le vois très bien. Et... Parce que toi, en tant que professeur, tu es quand même une ressource, sûrement que tu viens en discuter. Avec des élèves ou c'est par la bande? Ou c'est par la bande. Mais, tu sais, je le vois, là, à l'examen, ça va passer, tu sais, ben oui, ils sont livrés à eux-mêmes. Mm-hmm. Et, fait que, tu sais, cette liberté-là, elle leur coûte un prix. D'ailleurs, j'ai un collègue qui parle, lui, de cage de verre. Cage de verre. Oui, cage de verre. Cage. Tu vois partout, mais tu es enfermé dans ce truc-là, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Alors, moi, parlons de petits minous cotonnels qui font tomber des rouleaux de papier de toilette. Ils sont tous mignons, tout va bien. C'est mieux quand c'est doux. Hein? Ouais. Mais jamais assez. Est-ce que c'est parce que quand on tombe là-dedans, on tombe dans le piège? Ben oui. Parlons du piège. Finissons avec le piège et... Gabin, dès que tu mets une unité de mesure, c'est quoi le max? C'est quoi le minimum? Puis qu'est-ce qui nous rend inconfortable avec l'absence d'unité de mesure? En ce moment, c'est parce que je pense que c'est notre besoin de mise en commun. Qui se fait par l'unité de mesure? Qui se fait par les moyens et non plus les finalités. Et c'est un peu l'héritage aussi, je blâme la droite, là, mais la gauche aussi. Tu sais, le postmoderniste, là, ben, finalement, cultural studies à la limite, là, tout est relatif. Là, Et la passe difficile, c'est de se dire, oui, il y a une vérité, mais elle est historiquement produite, donc relative. C'est pour ça que Sigler parlait d'imagination transcendantale. J'aime beaucoup ce terme-là. Vas-y. Une forme de vérité qui vient entre nous, mais c'est pas drillé dans le plancher éternel. Là. C'est plus comme il y a 100 ans, l'histoire universelle. Ouais. Non.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et je cite toujours, moi, cette... C'est quoi? On la bâtit ensemble, on la change ensemble? Oui, tu sais, Lao Tzu disait, la voix, avec un V majuscule, qui est la voix, n'est pas la voix pour toujours. Le non, avec un N majuscule, n'est pas le non pour toujours. L'impermanence des choses. C'est l'envers de dire ce qui existe se reproduit dans le temps. Ça a créé de l'impermanence. Et c'est pour ça que je retourne. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup sur le bouddhisme, les philosophies. Et d'ailleurs, ça a toujours été mon grand rêve, quand j'étais jeune étudiant, d'appliquer des principes justement de tout ça, d'impermanence, de vide, d'individuation, avec... Mais est-ce que là, je l'ai fait. Tu parles de ça, puis bon, on dirait que ce que je reviens, c'est la finitude de Heidegger. Tu sais, un peu le fait de sentir la finitude, c'est ce qui permet de peut-être léguer, tu sais, de vouloir le commun, non? Oui, mais en fait, cette idée de finitude, c'est la base de la phénoménologie. C'est-à-dire, j'habite le monde. OK? Comment j'habite le monde? Bon, je suis fini. Et de deux, qu'est-ce que tu peux dire du sujet quand il arrive? Il est né. OK, mais dès qu'il arrive, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, il y avait un passé. OK. Son passé ou un passé? Ben, quand il va se mettre à aller dans le temps, il va devenir... Il va avoir son propre passé. Il va avoir son passé, il va devenir. Hein? Das Sein, c'est être et étant. Ben, c'est ça. Alors, on advient. Et là, ben, on est un être... ça, c'est la lecture d'Heidegger, souci pour la mort. Hein? Parce que, évidemment, on va mourir, alors qu'est-ce qu'on fait? Même Descartes disait, Hegel, Descartes, la sombre forêt de la nuit, en pleine solitude, c'est là où tu vois ton plein registre. Les bouddhistes diront c'est le vide du moyeu qui fait tourner la roue. Ben c'est ça. La totalité, c'est inatteignable, c'est un vide. C'est toi qui... Nous, on le remplit. Tu sais, Stigler avait cette image du mythe d'Épiméthée. Épiméthée, c'était le frère de Prométhée, que tu dois connaître en technique. Là. Il y avait... Épiméthée et Prométhée, c'était deux fils de demi-dieux. Alors, on assume qu'ils ne se faisaient pas écœurer dans le cours d'école. Tu sais, elle m'a le dire à mon père, toi. OK. Alors, Épiméthée, lui, sa job, c'était de donner. Parce que Zeus a dit, la Terre, tous les animaux, les habitants, les humains sont indifférenciés. Voici des qualités, il va les donner. Alors, Épiméthée, il se promène, l'éléphant, la mémoire, le lion, le courage, le renard, la ruse. Il est tellement bon, cet Épiméthée, qu'il arrive à l'humain. Boswell, j'ai plus rien à donner. Alors, on ne reçoit pas notre mémoire, et puis juste génétique maintenant, elle est aussi collective. Hein? La langue, la culture, hein? C'est ça qui est transmis de génération en génération. Et même, on a beau dire qu'on est tout seul, c'est pas vrai, ça le fait pareil. Et Prométhée, qui est le mythe connu, mais lui, il est allé voler le feu aux dieux. Hein? Le feu, voler la technique. Et qu'est-ce qui est arrivé à Prométhée? Il a été condamné à avoir son foie... Il était condamné à être taché au Bon Caucase et à avoir son foie redévoré à tous les fins de jour, donc de recommencer. Tout le temps. Donc, on vole le feu, la technique, parce qu'on est incomplet. Et on se complète par la technique. Et... Tu sais, le mythe est très formateur. Ouais. Donc, et ça se reproduit dans le temps. Encore une fois, je suis très critique par rapport à la technique, mais je ne l'enlève pas. Non. Il faut la redoubler, comme je disais tantôt, c'est-à-dire de reprendre les commandes et de dire, attention, il y a des portions dangereuses. C'est, l'intelligence artificielle... En fait, c'est à quoi... on l'utilise pour... j'essaie de... Je pense à, mettons, jouer de la guitare. Jouer de la guitare hier. Quand tu joues de la guitare, tu fais ça pour quoi? Tu fais ça pour faire un show ou tu fais ça parce que pendant que tu es en train de le faire, ça te comble? Oui, mais tu es en train de mesurer à quelle vitesse tu peux jouer et tu es en train de dire aujourd'hui, autrement dit, es-tu en train d'apposer sur du symbolique, du sens, des chiffres? Aujourd'hui, j'ai pratiqué 2 heures, 3 minutes, donc j'ai 0,4% de plus. C'est-tu valable? Quand je te disais de trucs insignificatifs, c'est ça. Ça ne dit rien en soi autre que de nourrir le dispositif machinique des moyens. Le sommeil, c'est un autre bon exemple, c'est ça. Ouais. Tu as fait tant d'heures REM, tant de ci. Ouais, mais t'as-tu rêvé? T'es-tu réveillé heureux? T'as-tu baisé avant de t'endormir? Non, mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires dans la vie, là.
Et... Comme l'exemple des adolescents à qui on a donné une montre pour pratiquer l'abstinence. Tu sais ce qui est arrivé? Tu peux le raconter, c'était très bon ton ouverture là-dessus. Ah, j'avais dit ça, moi! T'avais dit ça! Mais ils se sont rendus compte que... Mais explique c'était quoi l'étude, ça, c'est quand même incroyable. Ils ont dit, on va leur mettre une montre, OK? Puis pour savoir qu'est-ce qu'ils font, tu sais, puis d'avoir des données. Et ils ont réalisé qu'il y a bien du monde qui faisait l'amour parce que les battements cardiaques, ils remontaient, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Et encore une fois, si au niveau individuel, c'est n'importe quoi, tout est correct, la démocratisation, on en reparlera de ce terme-là d'ailleurs, et en haut, c'est une société tout à fait performative et totale, c'est sûr qu'il va y avoir une forme de fascisme, d'autoritarisme, là, je veux dire. Notre but, c'est pas d'être productif. C'est ça. Tu comprends-tu? Notre but, ça veut pas dire qu'il faut pas produire, tu comprends? Mais exact. c'est pas d'être productif pour la production. Exact. Et c'est ça le danger. Et de dire à un moment donné, c'est assez. J'en ai assez. Et je repense à le golfeur qui McElroy, ouais. Écoute, c'est tellement génial parce que je me disais, dans ce moment-là, là, il n'était pas question de son score, il n'était pas question de sa performance. Il y avait juste du monde content pour lui, du monde qui était réuni. J'en ai une poêle qui se dresse. Quand est-ce que tu vois ça, là? On le voit le Canadien, on le voit là. Mais tu sais, ça... Et il faut que ça revienne. Mais on revient au sport. C'est quand même ça aussi. C'était cette espèce de... Là, on regarde le sport comme spectacle, rassembleur. Exact. C'était cette espèce de jeu-là qui n'a aucun but de production, là, finalement. Là. Mettre des balles dans des trous. On peut vendre des bâtons, peut-être, mais ça aide. Mais faisons outre. Une bonne tête, là. mais tu sais, il y a ça quand même dans cette... C'est comme les derniers temple collectif, là, tu sais, le sport, là, quand même. Là. Les Romains, du pain et des jeux, là, je veux dire. Et c'est effectivement... C'est un moyen qui est intéressant pour le collectif. D'ailleurs, on a les chandails du Canadien, de notre équipe, on s'identifie. On se reconnaît. Oui. Et on se découvre. Et moi, quand ils ont eu, là, je fais « Yeah! » Je suis comme « Ouais! » Non, mais tu sais, j'étais... Tu t'es reconnu, t'étais avec eux. T'étais partie prenante de... Et puis, qui c'est qu'ils ont fait aussi qui m'avait bien touché? Ils ont salué... C'était-tu le joueur qui est arrivé la première fois? Bref, ils ont donné une ovation, tu sais, wow! Tu sais, ou la fois, tout le monde l'avait vu, mais Ovechkin, c'était le dernier match de Fleury. Fait que les joueurs des Caps se rentrent, puis ils disent non, on va revenir, puis vous allez saluer le gars là, qui a été. Tu sais, ça, tu vois, ce sont des moments qui sont collectifs. Tu sais. Toute l'équipe, vous allez reconnaître ce gars-là. Tu sais. Je pense qu'on va se laisser sur ça. Je pense que la fin sur le sport comme ça vrai, hein, était inattendue, mais écoute, il va fallait falloir qu'on s'ouvre à l'autre pour y arriver. Écoute, j'espère qu'on va avoir des suites de ça parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir de jaser avec toi. Ouais. Je trouve que tu as une intuition formidable. Honnêtement, non, mais hey, j'en ai dirigé du monde, là. C'était à moi de faire mon autorité, OK, là? Prof titulaire, man, OK? Blague à part, oui. Et puis, je vais faire une conférence cet automne sur ce cheminement-là de moderne, postmoderne en ce moment, par l'histoire de la photographie. Oh. Puis je n'ai un autre, c'est les modalités de subjectivation aujourd'hui, en passant par l'analyse de la biométrie des montres et des dossiers médicaux. Alors ça, c'est... Puis je suis sûr que tu vas triper. Là. Je te ferai signe, tu viendras. Je t'amène avec moi, on va à l'UQAM dans la conférence, on revient après. Puis c'était un cours au bac. Là, puis moi, les gens le savent. Quand je donnais des cours à l'université, j'avais toujours le modèle qu'une université, surtout l'UQAM, c'était un agora. N'importe qui peut venir dans mes cours, s'asseoir puis écouter. J'ai des amis qui venaient et disaient « Ah, ça m'intéresse ça, venez-vous-en. » Puis il n'y a personne qui a jamais dit. Des fois, j'ai des anciens étudiants qui revenaient dans mes séminaires de maîtrise ou de doctorat. Come on in, on va discuter. T'sais. On produira rien. Peut-être du sens. Ben, tu sais, le sens, là, je pense que l'important, c'est pas d'avoir une réponse, mais de discuter. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre. Discutons. De discuter. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, André. Et très beau podcast. Merci. Alors, la question, c'est, sais-tu assez? Qu'est-ce qu'on répond? Je pense qu'on devrait continuer de discuter. OK. Salut. Ciao.
Et puis, chers auditrices, chers auditeurs, est-ce que c'était à votre goût? Est-ce que c'était dense, c'était chargé? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? J'espère que oui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et aussi à poursuivre la discussion peut-être avec les gens qui vous sont chers. Il y a plein de sujets qui ont été discutés dans notre podcast d'aujourd'hui qui sont, j'ai l'impression, très importants à discuter avec les gens qui nous entourent, avec l'autre. Donc, merci de votre confiance. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!